Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis heureuse de vous retrouver pour votre magazine Grand Angle. Le Maroc, terre promise. L'enquête de ce soir est consacrée à ces Français qui ont choisi le royaume comme terre d'accueil. Ils sont de plus en plus jeunes à tenter l'aventure au Maroc. Nous irons ensuite dans les montagnes de l'Atlas où nous vous parlerons de caroubiers, objet de tension dans la coopérative locale. Enfin, nous revisiterons un art ancestral de la chasse avec les faucons et les slougis. Sommaire. Le Maroc, une nouvelle terre d'accueil pour des milliers de Français. Les citoyens de l'Hexagone sont de plus en plus nombreux à céder aux sirènes de l'exil. Doré ou teinté d'aventure, cet exil vers les cités marocaines est souvent une expérience positive et enrichissante pour ceux et celles qui la tentent. Dans les montagnes de Tadla à Zélal, la richesse naturelle est le caroubier. Un arbre dont profitent les enfants de la région, aujourd'hui déçus par la gestion de leur coopérative agricole. Expulsés par le président, ils ne se laissent pas faire et demandent des comptes. La justice a été saisie. À Sidi el-Mokhtar, la deuxième édition du Festival des chasses traditionnelles a tenu ses promesses. Des dizaines de participants marocains et étrangers ont présenté leurs plus beaux slougis et faucons dans une compétition assez spéciale. Ils sont de plus en plus nombreux et de plus en plus jeunes. Les Français s'installent au Maroc sans trop de difficultés. Le soleil et le charme du pays n'expliquent pas tout. Ils le reconnaissent. La crise économique a fait pencher la balance. Ici, ils n'ont pas à se serrer la ceinture. Certains, au contraire, ont tout simplement remis les compteurs à zéro en venant au Maroc. Ils ont carrément décidé de changer de vie. Alors, à quoi ressemblent ces nouveaux immigrants? Qu'attendent-ils du Maroc et parviennent-ils réellement à s'y intégrer? Maroc, terre promise, un reportage d'Amel Saber, Hicham Ajbli et Ralidou Dades. Le Maroc a toujours été une terre d'accueil pour les Français. Si le royaume attirait surtout les touristes en quête de soleil et les retraités à la recherche d'une vie meilleure, aujourd'hui ils sont de plus en plus jeunes à tenter l'aventure Maroc avec l'intention cette fois de s'offrir une nouvelle vie dans un pays où l'hospitalité est reine. Lorsqu'on arrive au Maroc, on est accueilli à bras grands ouverts. Les gens ont une facilité de communication qui n'existe pas en France. Dès qu'on fait un pas, ils en font 10 vers nous. C'est très facile pour un Français de vivre au Maroc. C'est beaucoup plus difficile pour un Marocain de vivre en France, à mon avis. En plus de la proximité géographique et linguistique, la stabilité politique et l'essor économique du pays font du Maroc une des destinations préférées des Français. Le Maroc est aujourd'hui devenu une terre d'adoption, loin d'une France morose, faisant face à une crise économique certaine. Le profil est banal en France, c'est-à-dire que des Bac+5 et des écoles de commerce, comme moi, il y en a plein sur le marché. Je ne viens pas comme ça du jour au lendemain, avec l'envie de voler le travail de quelqu'un d'autre. Avec une croissance de 5% par an, ils sont 45 000 Français installés officiellement au Maroc de manière permanente. Avec le flux de touristes, ils seraient près de 100 000 sur le territoire marocain. Nous sommes au quartier des Houbous à Casablanca. Un véritable patrimoine de l'architecture coloniale française. Sa construction remonte à 1917. C'est le général Lyautey lui-même qui en a eu l'idée dans le but de séparer les lieux de résidence des Européens de ceux des Marocains. Près d'un siècle plus tard, Marocains et étrangers y sont réunis. Le quartier des Houbous attire les touristes en tout genre. Au détour d'une ruelle, nous faisons la connaissance de Laure. Non, Laure n'est pas une touriste. Elle a fait du Maroc son pays d'adoption. Pourquoi le Maroc? Je voulais vraiment un changement de vie total. Voilà, parce que pour moi, le Maroc, c'était un peu l'antipode de la France. C'était le premier pays africain que je visitais dans ma vie, j'avais 17 ans. Et en fait, j'ai eu une certaine accroche pendant ce voyage. J'ai visité la ville de Fès notamment, où j'ai découvert les tanneries et ses odeurs. Et en fin de compte, ça m'a fait un déclic. Je me suis rendu compte, moi qui aimais toujours le domaine de l'artistique, etc. Je voulais quelque chose de concret en fait, qui différenciait de ce que je faisais scolairement parlant auparavant. Et je me suis dit pourquoi pas rentrer dans l'artisanat. À quelques kilomètres de Casablanca, Mohammedia. Autrefois appelée Fedala, une cité fleurie où il fait bon vivre et qui est particulièrement appréciée des Français, et cela depuis sa création. Une ville
où là encore l'influence française est très présente. Un certain Georges Hersan, ingénieur de renommée, en a d'ailleurs dessiné les contours. En pleine ville, l'église Saint-Jacques rappelle la présence française, mais met surtout en avant le respect des lieux de culte existants au Maroc. Pauline et Alexis ont choisi de s'y installer. Cela fait quelques mois qu'ils ont quitté la France et la région parisienne, un aller sans billet de retour. Première escapade, Marrakech. Lever aux aurores, décollage prévu à 6h30. Passeport, lunettes de soleil et 30 kg de bagages, c'est parti, embarquement immédiat, direction le Maroc. Sourire aux lèvres et l'excitation au ventre, l'aventure commence. Bref, tout est mis en œuvre. Une aventure que Pauline partage dans son blog, Les Escapades de Madame Popita. Un blog où elle décrit ses premières expériences marocaines et dans lequel elle explique les raisons de son installation. Un peu un ras-le-bol de la région parisienne, un ras-le-bol aussi de pas trouver de boulot à Paris. Et on s'est dit, pourquoi pas tenter l'aventure au Maroc. Après tout, on est jeunes et rien ne nous retient à Paris. Alexis, on avait marre de son boulot. Moi aussi, moi j'en avais marre de ne pas en trouver. Et du coup voilà, on s'est dit, allez, on part. On a choisi le Maroc. On hésitait avec l'Allemagne et on a choisi le Maroc. Comment tu vivais à Paris? À Paris, je vivais dans un 15 mètres carrés. Non, à Paris, il faut toujours faire attention à ses dépenses. Ici, voilà, j'ai pas cette angoisse de me dire comment je vais faire pour survivre, chose que j'avais à Paris. Si Alexis, son compagnon, est venu au Maroc, c'est avant tout pour se faire une idée du pays. Passionné de musique, il donne de temps à autre des cours de piano en attendant de trouver un emploi stable. Pour Alexis, l'intégration semble un peu complexe, il a déjà quelques appréhensions. On a des difficultés à vraiment se mélanger, à faire vraiment un melting pot quand on va dans un autre pays ou même quand les gens viennent dans le nôtre. On remarque quand même qu'on reste toujours assez communautaire. Je pense que c'est une des difficultés, sentir qu'on ne sera jamais réellement intégré à 100% dans un pays. Un sentiment qui n'est pas forcément partagé par tous les Français installés au Maroc. À Salé, dans le quartier de Tabrekt, nous rencontrons Laurent. Laurent a quitté Nantes il y a 3 ans et a choisi de vivre dans ce quartier populaire. Salut Laurent. Ça va Khalid Labas Sadiq? Ça va بخير. بخير. الحمد لله. يعني بارك الله فيك. كنت مزيان. الحمد لله بارك الله كيف فيك. خدمة؟ خدمة مزيان. مزيان. بزاف. ça marche. الحمد لله. الحمد لله. Allez, Merci allez, beaucoup. bye bye. À bientôt. Je préfère 1000 fois habiter ici, dans un quartier populaire, plutôt qu'un quartier un peu huppé et réservé aux expatriés comme High Riyad ou autres qui, moi, me paraissent sans âme, en fait, un peu déshumanisés. Et je pense aussi que les relations entre les gens ne sont pas les mêmes dans ces quartiers-là. À Salé et particulièrement à Tabrekt, les loyers sont plus abordables qu'à Rabat. Un aspect non négligeable pour Laurent qui en profite pour faire quelques économies. Et comme n'importe quel Marocain, Laurent a le sens de l'hospitalité et insiste pour nous faire visiter son appartement. Bon, bienvenue chez moi. Comme vous pouvez constater, c'est assez sommaire. Il n'y a pas beaucoup de meubles. Mais c'était aussi un choix, quand j'ai voulu m'installer ici, de venir avec très peu de choses. J'ai apporté surtout ce qui était important pour moi, mes ordinateurs, mon arbre, qui m'accompagne depuis pas mal d'années, et donc je ne me voyais pas me séparer en venant ici, et qui aime beaucoup le soleil lui aussi. En 3 ans, Laurent n'est rentré que quelques jours en France. Ses vacances, il les passe à visiter le pays, un Maroc qu'il connaît aujourd'hui mieux que son pays d'origine, pour en avoir découvert tous les recoins, même les moins accessibles. Ça, c'est une petite plage qui est à 40 km au nord d'Agadir, sur laquelle j'ai vraiment eu un vrai coup de cœur. Là, c'est un souvenir de Tantan. Et là, mon dernier voyage à Mahmid El Rizlen, l'été dernier. Mais Laurent n'est pas seulement séduit par les paysages du Maroc. Ici, il s'est fait une nouvelle vie et considère être au Maroc en tant qu'invité plutôt que résident. C'est très facile pour un Français de vivre au Maroc. C'est beaucoup plus difficile pour un Marocain de vivre en France, à mon avis. Parce qu'encore une fois, l'accueil n'est pas du tout le même. Je suis très mal à l'aise avec le passé colonialiste de la France. Je trouve que les Français, enfin certains Français qui sont venus ici, considéraient que les seules richesses étaient les richesses liées aux ressources. Et je trouve qu'ils ont beaucoup pris et pas appris. Ils avaient beaucoup à apprendre des Marocains, c'est dommage qu'ils ne l'aient pas fait.
Retournons à Mohammedia, sur la plage des Sablettes, au bout du chemin des Pâquerettes, un cabanon. La locataire est une Française, une blonde, pas comme les autres. Bonjour. Marhaba. Faites attention aux chiens. Donc vous ferez attention à votre tête parce que c'est un petit cabanon stylé Saouira. Donc bienvenue. Bienvenue chez moi. Marie vit au Maroc depuis près de 10 ans. Elle connaît bien le pays. Marie porte plusieurs casquettes. Coach en développement personnel, elle est aussi artiste peintre. Ses tableaux en fascinent plus d'un. Une vie de 10 années différente de sa vie parisienne où la jeune femme était responsable de la publicité dans un grand groupe de presse. Du jour au lendemain, elle a quitté une vie de rêve en apparence. Et à Paris, j'avais une vie ultra consommatrice. Je m'étais acheté un loft, j'avais une jolie voiture, je travaillais dans la mode, dans la presse. C'était très sympa, mais c'était un monde trop superficiel pour moi. Et il y avait beaucoup de choses que je trouvais qui se perdaient. Les rapports de famille, les rapports de voisinage, les gens ne se parlaient pas, beaucoup d'apparence, pas vraiment dans la personne. Et donc, à 30 ans, ça a commencé vraiment à me poser des problèmes. Jean-Philippe est le compagnon de Marie, il est originaire de Lyon et vient fraîchement de s'installer. Jean-Philippe découvre tout juste le marché du travail. Ouais. T'as vu les gens? Viens t'asseoir un peu avec moi. T'as vu les gens que tu devais voir ce matin? Oui, c'est bien passé. Ouais. Oui, je suis en recherche d'emploi, ce qui est un petit peu compliqué pour l'instant, mais j'ai plusieurs pistes qui devraient vite se concrétiser. Vous voulez travailler dans quoi? Dans le commerce, c'est mon métier de base, et donc j'aimerais être consultant pour des entreprises marocaines à se développer plus facilement. C'est quand même assez compliqué, oui. Pourquoi? Parce que l'emploi est favorisé pour les Marocains, ce qui est très bien. Parce que j'avais des amis en école de commerce qui étaient marocains, qui sont venus faire leurs études en France. Et en fait, ils ont beaucoup de mal à trouver du travail malgré leur bagage. Donc là, depuis apparemment peu de temps, il y a une loi qui favorise le travail pour les Marocains. Quelle est justement la procédure à suivre pour embaucher un Français ou plus généralement un étranger? Depuis 2006, et dans le but de donner la priorité aux Marocains en matière d'emploi, un décret et un arrêté du ministère de l'Emploi obligent le salarié étranger à obtenir auprès de l'ANAPEC, l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi et des compétences, une attestation d'activité. Un sésame pas toujours facile à obtenir, puisque l'employeur doit prouver l'absence sur le marché national de profils répondant aux critères demandés. Séverine est responsable dans une entreprise à Rabat. Elle est justement venue se renseigner sur les démarches. Donc, comment faire pour embaucher un étranger au Maroc, tout simplement, pour une entreprise? Quelles sont les démarches à suivre, le type de contrat, etc. La procédure, elle est constituée de 2 étapes. Une première étape, c'est déposer un dossier qui comprend les éléments suivants. Une demande officielle adressée à monsieur le directeur général de l'ANAPEC. À travers cette demande, l'entreprise, elle explique un petit peu le contexte au recours à la compétence étrangère. Et elle argumente ce choix. Une justification qui passe aussi par la publication obligatoire sur des journaux francophones et arabophones d'une annonce du poste, bien que cette politique de priorité nationale existe aussi dans des pays comme les États-Unis ou la France. Aux yeux de certains employeurs, il s'agit plutôt d'un frein à l'embauche qui pourrait avoir des répercussions non négligeables. C'est pas juste. Non mais c'est vrai, c'est si à partir du moment, parce que des fois on peut passer à côté d'une perle, c'est ce que je viens pas comme ça du jour au lendemain avec l'envie de blouser ou de voler le travail de quelqu'un d'autre. Vous voyez, on a des Marocains dans différents services, etc. Mais c'est vrai que parfois, stratégiquement, dans certaines spécialités, on n'a pas forcément le profil vraiment recherché. Pas question de passer à côté d'une perle rare et ainsi de nuire au bon développement d'une entreprise. L'arrêté ministériel reste flexible. Il existe d'ailleurs certaines dérogations, une catégorie de personnes dispensées de l'attestation d'activité.
Il s'agit de conjoints de ressortissants marocains, il s'agit de personnes ou de salariés natifs du Maroc et justifiant d'une résidence dépassant les 6 mois, et bien évidemment les actionnaires et les gérants statutaires des entreprises. Il y a une autre catégorie de personnes qui sont dispensées, mais cette fois-ci uniquement de la publication au niveau des journaux, et là il s'agit des salariés occupant des postes de top management, directeurs généraux et leur N-1, ou certains métiers. Nous avons une liste de ce qu'on appelle des métiers sous tension. Parmi ces métiers dits sous tension, nous citerons les pilotes, les chefs cuisiniers étoilés et certains profils pointus dans l'ingénierie. Nous retrouvons Laurent sur le chemin du travail. Lui aussi a dû passer par l'ANAPEC pour pouvoir être embauché. Il est infographiste, un métier qu'il exerçait déjà en France et qui est en nette expansion au Maroc. Il collabore pour une multinationale. C'est Charlotte, la directrice de communication du groupe, qui s'est occupée du recrutement de Laurent. J'ai trouvé qu'il avait une très grande créativité. C'est quelqu'un de hyper consciencieux. Qui aime bien, très attaché aux détails. Parmi les personnes qui se sont présentées, c'est celui qui m'a le plus interpellée. Voilà. Ça n'a rien à voir avec sa nationalité. De la créativité, mais aussi de l'originalité. Ces maquettes illustrent d'ailleurs le travail de Laurent, qui fait preuve d'ingéniosité. J'ai proposé ce principe en fait avec une petite astuce. C'est la roue de la navette qui fait l'écouteur du casque. Et c'était un moyen pour moi aussi de mettre en avant les gens qui travaillent dans l'entreprise. Des idées, Laurent en a donc à revendre, même si au départ, son manque de connaissance du pays et de ses traditions lui ont valu quelques petites maladresses. Pour l'Aïd, j'avais fait une affiche, et une fois sur les murs de l'entreprise, qu'on m'a fait comprendre que le mouton que j'ai choisi, c'était pas un mouton marocain. Et comme quoi, c'est vraiment... Là, pour le coup, c'était évident que c'était une affiche faite par un blanc. Moi, j'étais pas assez au courant des moutons du coin et j'ai pas pris la bonne bête, en fait. Et il a pas les cornes. Et du coup, il est pas valable. Il est pas retenu. Il est pas bon à manger. Mais bon, ça, c'est des choses que je préfère éviter. Le but, quand même, pour moi, c'est que le message passe et passe bien et que les gens aient des réactions plutôt positives. C'est une petite anecdote. Ouais, c'est pas méchant, c'est pas méchant. C'est pas méchant. Voilà. C'est pas méchoui non plus. Si les Français apportent leur expertise et leur expérience, le contraire est vrai aussi. Au Zoudaya à Rabat, comme chaque matin, Laure va à l'école. Au centre de qualification des arts traditionnels, elle apprend les techniques de la chaussure. Là, je suis en train de découper les parties en fait de la chaussure. Donc là, c'est la claque, etc. Donc il y a 3 parties principales dans une chaussure basique. Hein. Ça, c'est la claque, c'est la partie avant de la chaussure, avec donc la languette. Voilà. Pourquoi ne pas avoir fait une école d'artisanat, enfin, je dirais confection de chaussures en France? Alors j'y avais déjà pensé, bien sûr, mais c'est très coûteux. C'est dans des régions, pas faciles par rapport à là où je vis en Normandie. Donc bon. Il y avait un choix à faire et puis voilà, c'était soit je fais ça en France et je vis dans une situation qui n'est pas forcément facile, ou soit je le fais au Maroc et là j'ai tout le bonheur de pouvoir découvrir plein d'autres domaines dans l'artisanat, etc. Et j'ai choisi le Maroc. Je me suis dit pourquoi pas tenter la chance, quoi. Une formation sur 2 ans pour 220 dirhams, de quoi se donner les moyens d'atteindre son objectif, ouvrir dans quelques années son entreprise de confection de chaussures. ذوقات هذه الفن هذا استنار بالنسبه لينا ذوقاته وعجبها وغادا فيه مزيان وكتبحث. المغرب عنده لمسات خاصه في صناعه الاحذيه او في صناعه اي حاجه كتلبس في الرجل، سواء بابوش ولا بالغاش كيتميز بها المغرب، وعنده اون ميثود خاصه به ما كتلقاش في كنت خور. هذا هو الامتياز. Bien que Laure soit la seule étrangère, elle s'est facilement intégrée au groupe. Pour certains étudiants, la présence de Laure est même un plus. شرف لينا يجيو عندنا شي حد من برا يجي يخدم عندنا هنا ياخذ الحرفه، تيديروا لنا الثقه في راسنا وتيشجعونا حتى حنا نخدموا مزيان.
وراه حنا تنتمناو نمشيو عندهم تما خدمه ودابا ولا العكس ولا هما تيجيو عندنا هنايا ياخذوا الحرفه. انت كتفكر تمشي لعند تمشي لفرنسا؟ ولا خدينا الدبلوم علاش لا نديرو تما نكملوا مشروع نديرو شي مشروع تما. Comme Hatzman, ils sont nombreux à vouloir réaliser ce souhait, partir à l'étranger, en France particulièrement, un Eldorado qui reste cependant difficile d'accès. Nous sommes encore loin de la réciprocité, particulièrement ces dernières années où l'obtention du fameux sésame, le visa Schengen, est de plus en plus difficile. Le Maroc aussi a sa réglementation, mais n'impose pas de visa aux Français. Ces derniers ne peuvent cependant rester plus de 3 mois sur le territoire marocain sans titre de séjour. Au-delà de cette période butoir, leur situation devient illégale. Nous suivons Pauline au commissariat de Mohammedia. C'est ici que se font les demandes de cartes de résident. À Mohammedia, on compte 2500 étrangers en situation légale. Plus de la moitié sont français. Selon le ministère de l'Intérieur, sur le territoire national, ils sont 23 000 à posséder un titre de séjour. Bonjour. Alors, je viens vous voir parce que je voulais connaître les modalités pour faire une carte de résident. D'accord. Vous êtes quelle nationalité? Française. Française. J'ai votre passeport, s'il vous plaît. Oui, donc je voulais vous demander, parce que je suis sortie le 2 novembre à Ceuta, et je voulais savoir, comme je suis arrivée ici en juin, je voulais savoir si c'était valable le fait que je sois sortie déjà 2 fois à Ceuta. Le plus important pour nous, c'est la dernière entrée, c'est-à-dire la date de votre dernière entrée au Maroc. C'est-à-dire le 2 novembre. Toujours, vous êtes en situation régulière. D'accord, donc tant que je suis sortie à Ceuta, c'est valable. Oui, c'est pas de problème. Comme Pauline, de nombreux Français ont trouvé le moyen de contourner la loi en sortant temporairement du territoire, et cela avant l'échéance de leur droit de séjour au Maroc. D'autres encore bénéficient d'une dérogation. Si un Français qui est en situation, c'est-à-dire en période de démarche pour les papiers, comme vous le savez, parce que pour l'établissement du statut de société ou contrat de travail par l'employeur, ça demande un peu de temps. Dans ce cas, le procureur nous ordonne de donner une période pour que cet étranger régularise sa situation. Justement, Pauline a un peu plus d'1 mois avant de devoir à nouveau sortir du territoire. Une carte de résident lui permettrait notamment d'éviter ses allées et venues. Parmi les conditions d'obtention de la carte de résident, un contrat de travail. Toujours aussi déterminée à démarrer sa vie professionnelle au Maroc, Pauline a décroché un entretien d'embauche dans une société de communication et d'événementiel basée à Casablanca. Nous la suivons lors de son premier entretien. Les responsables de l'entreprise sont aussi français. Alors, moi je suis française, je suis arrivée en juin au Maroc pour trouver un travail dans mon domaine, parce qu'en ce moment en France c'est un peu compliqué au niveau, pour obtenir un CDI, surtout quand on est jeune diplômé. J'ai été diplômée en janvier, donc c'est tout récent. Alors oui, effectivement, le CV est intéressant. Tu as touché un petit peu à pas mal de domaines dans la communication qui correspond à ce qu'on fait. Donc, notre besoin, ça va être essentiellement, je dirais, un besoin commercial, d'apporteur d'affaires. Après plus d'une demi-heure de discussion sur les motivations de Pauline, vient le moment crucial de parler salaire. Est-ce que tu as une idée, on va dire, un petit peu du marché, du salaire que tu souhaites, ou comment tu vois les choses? J'ai une idée du marché. Maintenant, moi j'avais une fourchette entre 10 et 15 000. Après voilà, il faut voir. Il faut discuter. Il faut discuter. On va dire un fixe entre 7 et 8 000 dirhams, et une partie variable qui pourrait tourner entre 10 et 15% sur le chiffre d'affaires que tu vas ramener. Je trouve qu'elle a un parcours très, très riche, un parcours qui, je pense, va dans le sens de ce que nous attendons de notre développement. Maintenant, c'est vrai qu'elle est française, elle arrive sur un territoire qu'elle ne connaît pas, donc je pense qu'il y a un temps d'adaptation, et une période de 3 mois sera un minimum pour pouvoir savoir si elle est opérationnelle ou pas. Pauline, on a tes coordonnées.
On va te rappeler très vite, puisque de toute manière le poste, ça serait pour démarrer, on va dire, dans le pire des cas, début janvier, mais éventuellement, pourquoi pas, sur décembre, si tu as des disponibilités. Quelques heures plus tard, nous retrouvons Pauline. La jeune fille profite de son déplacement à Casablanca pour découvrir le quartier de Maarif et ses boutiques. Le sourire aux lèvres, elle semble plutôt confiante quant à son entretien. Je ne veux pas m'avancer parce qu'on ne sait jamais, mais j'ai eu un bon sentiment et je pense que ça s'est bien passé. Je pense que mon profil est un petit peu plus valorisé quand même qu'en France, où au final mon profil est banal en France. C'est-à-dire que des Bac+5 et des écoles de commerce comme moi, il y en a plein sur le marché. Et donc du coup, il faut se différencier et je pense qu'ici, j'arrive à me différencier plus facilement. Aux abattoirs de Casablanca, durant son temps libre, Laurent soutient les Colo-Colo, une troupe de cirque qui a pris ses quartiers dans cette fabrique culturelle. Le groupe de Saltimbanque rappelle à Laurent ses meilleurs moments passés en France. J'avais fait le deuil de toute cette partie culturelle, parce que j'avais fait un choix de vie qui était différent, et j'avais parti du principe que c'était avant, que c'était terminé. Et le fait de voir que je peux vivre ça aussi ici maintenant, pour moi c'est comme c'est un grand bonheur, un très très grand bonheur. Laurent réalise gracieusement les affiches de spectacles des artistes. Là encore, son perfectionnisme est visible. Et lorsqu'on lui demande s'il est prêt à repartir à Nantes, sa réponse est on ne peut plus claire. Demain, non. non. Après-demain, non plus. Non, encore une fois, maintenant en France, j'y vais 2-3 jours par an, maximum. Et quand on a goûté à ça, c'est un peu comme une drogue. On ne peut plus revenir en arrière, en fait. Et je sais que maintenant, je ne pourrais pas me passer de ça. En fait, on est en train de chercher un nom marocain. Pas encore trouvé? Pas encore trouvé. Tu aurais un nom marocain, toi, ouais, Laurent? En tout cas, si ça vient d'eux, j'accepte tout de suite. Bah dis-lui. Bard. Il te sèche et tu mets ta G là-bas. Ok? Pour te sécher, sinon tu vas être malade. Demain, il y a école. Je ne regretterai jamais la décision que j'ai prise il y a 10 ans de tout quitter pour venir ici. Je ne repartirai pas en France, non. La seule raison, et c'est vrai qu'on ne l'a jamais abordé d'ailleurs ensemble, mais la raison pour laquelle je pourrais partir en France, c'est que j'ai des gros problèmes de santé. Sinon, non. Sinon, je reste là. On est à l'aventure pour l'instant. On ne sait pas ce qui va nous attendre, on ne sait pas si on va rester ici parce que ça va dépendre de notre emploi, etc. Donc c'est vraiment l'aventure. Ça marche. تمشي لفرنسا؟ فرنسا؟ لا ما تمشيش فرنسا. Tu veux rester au Maroc. غتبقى هنا المغرب. اييه. شنو المغرب زوين؟ زوين. بزاف. Je me sens plus utile parce qu'il y a beaucoup plus de terrain vierge, quoi. Il y a beaucoup de choses à faire. En France, pour moi, tout est déjà fait. Donc, c'est perpétué en France. Ici, c'est créé. Pêche des crabes à la main. Tout ça, on les pêche à la main. Et vous allez pêcher là? Oui, là, on pêche dans un rocher et nous, on enlève les cailloux et dès qu'on voit quelque chose, on les...